Depuis quelques semaines, la saison estivale bat son plein. Les plages sont bondées, les piscines des hôtels prises d'assaut et sur les paquebots de croisière, l'ambiance est surchauffée. Cette année encore, 30 millions de Français partent en vacances. Pour vous attirer, les professionnels du tourisme vous en mettent plein la vue. Parmi les formules qui séduisent, les croisières. Elles ont le vent en poupe. En 10 ans, grâce à des prix ultra compétitifs, les compagnies ont doublé le nombre de leurs passagers. Mais pour ceux qui embarquent et visitent la Méditerranée, il faut suivre le rythme imposé par la croisière. Ça cavale toujours, il ne faut jamais arriver en retard, c'est qu'on se rend compte. Et à trop vouloir tirer sur les coups, les compagnies proposent des prestations qui laissent à désirer. Le gâteau est collé à l'assiette. Si ça tient sur l'assiette, c'est gala. Si certains voyageurs rencontrent quelques déconvenus en vacances, pour d'autres, le séjour vire carrément au fiasco. La corniche là est pliée. C'est propre ça. Vincent fait partie des nombreux campeurs qui ont succombé à la dernière mode, avoir son mobil-home. Aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Il est en conflit permanent avec le gérant de son camping. On va pas s'entendre. Vous prenez, parce que je veux franchement que vous me laissez voir. Jean-Marie, c'est au-dessus. En période de crise, les touristes se ruent sur les voyages tout compris à prix cassé. Des destinations où le marchandage est roi. Non, parce que j'ai pas de dinars. Non. Et moi, je vais trouver 2 dinars. Mais face à eux, les vacanciers ont affaire à des guides touristiques redoutables. Allez, papa. Ils font le show pour pousser les visiteurs à la consommation. Entre mer et camping, enquête sur la face cachée de vos vacances d'été. Marseille et son immense port. Ce jour-là, à quai, ce géant des mers embarque des centaines de passagers pour une croisière en Méditerranée qui s'annonce exceptionnelle. Nous allons faire partie du voyage. Sur le pont, les passagers profitent une dernière fois d'une vue imprenable sur la cité phocéenne. Pendant 7 jours, ce paquebot 5 étoiles longera les côtes italiennes et filera vers Barcelone avant de remonter vers la France. Au programme, des destinations de rêve connues dans le monde entier. Rome et son célèbre Colisée, l'incontournable Tour de Pise, ou encore les fascinants vestiges de Pompéi. À bord de ce palace flottant, du rêve à tous les étages, des restaurants tels des salles de spectacle, des casinos, des piscines et des jacuzzis. Un univers d'apparence luxueuse pour les 3800 passagers du paquebot qui se sont offerts quelques jours d'évasion. Parmi eux, Stéphanie et Emmanuel, originaires de Toulon. Elle est infirmière, il travaille dans la sécurité. Le couple fête ses 10 ans de mariage. Il s'est offert cette croisière, mais en famille. Y a quelqu'un? Ah, t'es là? Leur fille Priscilla, 17 ans, et Calista, 8 ans, sont aussi du voyage. Ce séjour leur a coûté 2 400 € pour 4, en all-inclusive, hébergement et repas inclus. Mais à peine embarquée, la famille est un peu à l'étroit dans cette cabine. Stéphanie espérait plus de confort. Donc la gamme de cabines qu'on a, c'était marqué spacieuse. Et j'ai du mal à lire, je sais pas. Enfin, on m'avait pas vendu comme ça. On s'attendait à quelque chose de plus grand. Pas très grand, on savait qu'on n'avait pas une suite, mais bon, quelque chose de... que moi, du moins qu'on puisse passer, parce que là, quand on rabat, voilà, on rabat. Une fois les deux rabattus, disons que je me suis cognée quelques fois, entre la tête, les épaules, voilà. Donc quand il faut se lever dans la nuit, il vaut mieux se lever à 4 pattes, pieds unis, parce que même moi, quand je m'assois, je me cogne. Je tiens pas assise là-dessous. Les parents en bas et les filles sur des couchettes rabattables en mode camping-car. Ah là, oui, on est bien ensemble. C'est pas les uns avec les autres, c'est les uns sur les autres. Là, c'est carrément... Là, mieux que ça, on pouvait pas faire. Hein. Bon, moi, je me suis fait avoir sur la cabine. Stéphanie a acheté cette croisière sur Internet. Sur le site, elle a choisi cette cabine, dite intérieure, sans hublot, et la photo laissait présager une chambre plutôt spacieuse. Mais rien n'indique le nombre de mètres carrés. Nous décidons d'appeler la compagnie pour obtenir plus de précisions.
Donc en fait, la cabine intérieure que je vois là, que j'ai sous les yeux... C'est du 12 mètres carrés, là. D'accord. Les cabines, justement, en quadruple, c'est spacieux, ça va? Oui, c'est vivable, vous voulez dire? Là, rassurez-vous, quand on parle de quadruple, c'est une cabine familiale, donc plus spacieuse, quoi qu'il en soit, que les autres, que la basique. Vous êtes à peu près en moyenne entre 18 et 19 mètres carrés en quadruple. D'accord. La cabine de Stéphanie est manifestement beaucoup plus petite. Un petit peu. Heureusement qu'on n'est pas gros dans la famille. Entassés dans cette cabine, tous se préparent pour le dîner. Pour attirer des milliers de passagers, les compagnies de croisière proposent des séjours et des prestations pas chères. Mais une fois que les voyageurs sont à bord, les croisiéristes redoublent d'inventivité pour leur faire dépenser beaucoup d'argent. Sur le paquebot, tous les moyens sont bons. Au bord des piscines, des dizaines de stands qui vendent des jumelles, des appareils photo ou des bracelets. Et sur le pont inférieur, des bijoux, des parfums ou encore des montres. Des articles dits de luxe, mais à des prix cassés pour pousser à la consommation. Dans la foule, 2 passagers originaires de Marseille, Philippe et Michel. Manifestement, ces montres en promotion à moins 75% ont fait leur petit effet sur Philippe. En regardant le prix, Philippe a détecté un léger problème. 59, vous avez la réduction de 500. Elle a doublé. The price, 59 et elle vaut 107. Et ça, c'est bon. Il y a un problème. Le prix de la montre en promotion est 2 fois plus élevé que le tarif de départ, mais le vendeur n'y voit rien d'anormal. Si vous achetez ce mode, vous l'achetez à combien? 59,99. Et il vous dit qu'il a baissé le prix, il vous l'a fait 107,99. Il y a un problème. Donc du coup, vous l'achetez pas alors? Jamais de la vie. Philippe et Michel vivent leur 5e croisière. Et ici, aucun détail ne leur échappe. On va boire un verre, alors on va se mettre où là? Le couple a payé 1 750 € pour 2 personnes en pension complète. Pour profiter de toutes les boissons sans restriction, ils se sont payés un forfait boisson à 23 € par jour et par personne. Et ils comptent bien en profiter. Un pastis, une bouteille d'eau. Mais au bar, ils connaissent une sacrée déconvenue. Philippe a choisi un pastis. En regardant la carte des boissons, il découvre que malgré son forfait, il ne peut pas choisir tout ce qu'il veut. Ah ben, tu prends pas n'importe quoi parce que c'est pas tout all inclusive. Hein. C'est all inclusive sauf les étoiles. Ça c'est payant, ça c'est payant, ça c'est gratuit, ça c'est payant. Et le point rouge, il est petit, tout petit, mais petit. Si c'est bourré, tu ne le vois pas le point rouge. Par exemple, là, si tu regardes le Frozen Margarita, 7,45 €, il est gratuit. Le Blue Margarita, lui, il est payant. Il y a une petite étoile rouge. All inclusive, c'est all inclusive, point barre. Sur 8 cocktails présentés sur cette page, 6 sont en fait payants. Ils sont marqués d'une étoile rouge et n'entrent pas dans la formule boisson all inclusive. Philippe et Michel sont au début de leur croisière, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. De leur côté, Stéphanie, Emmanuel et leur fille vont vivre leur premier dîner à bord. Il n'est que 19 h et ils n'ont pas franchement faim, mais la compagnie impose aux passagers l'heure du dîner en fonction du numéro de cabine. C'est là-bas. Avec 3800 personnes à nourrir 3 fois par jour, l'organisation à bord est stricte et draconienne. Le restaurant est fastueux, lumière et dorure du sol au plafond. Le repas va-t-il être à la hauteur du décor? Salata de mozzarella, le canard et le gâteau au chocolat, s'il vous plaît. Stéphanie a opté pour un classique de l'été en entrée, tomate mozzarella, suivi d'un canard rôti et d'un gâteau au chocolat. Uniforme et nœud papillon, les serveurs en mettent plein la vue aux passagers. La tomate mozzarella fait son apparition, mais dans l'assiette, 3 malheureuses rondelles de tomates, à peine mûres, et une boule de mozzarella. J'aurais aimé avoir un peu plus de tomates, parce qu'autant mozzarella pour si peu de tomates, c'est vieux. Mais j'aurais aimé la faire passer avec de la tomate.
Quant au canard, il va laisser Stéphanie dubitative. T'as pris le canard? Oui, canard, oui, canard, oui, bien sûr. Pardon. Merci. C'est sucré. Il y a du miel, visiblement, c'est sucré. C'est pas bon. Enfin, ça ne me plaît pas. Le canard, ça passe, mais pas le chou. Il a goûté, même lui qui mange du sucré salé, c'est pas possible. Le dîner est médiocre et le bilan de la soirée pas fameux. Ça, j'ai pas aimé. C'était pas ça. Mais bonne soirée à demain. La famille espère bien se rattraper le lendemain. Ils ont prévu une excursion pour visiter la célèbre tour de Pise. A priori, un joli dépaysement en perspective. « 8h du matin, le géant des mers accoste au port de la Spezia. Et les passagers qui partent en excursion sont déjà sur le pont. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la Spezia. Pour tous les passagers français ou francophones qui ont réservé une excursion aujourd'hui, je vous en prie, vous pouvez monter sur la scène du côté gauche avec vos billets d'excursion à la main pour récupérer votre numéro de bus. Je vous souhaite une excellente journée. Les excursions ne sont pas comprises dans le prix du voyage. Alors, pour visiter la tour de Pise, tous ont déboursé 65 € par adulte et 45 par enfant. Sur le port, des dizaines de bus numérotés attendent les touristes, répartis par langue. L'organisation est millimétrée. Les passagers n'ont eu que quelques minutes pour s'engouffrer dans les autocars. Nous allons maintenant à Pisa, dans une autre région d'Italie qui s'appelle Toscana. Et en Pisa, vous allez avoir un tour avec un guide local de Pisa. Après 1h30 d'autocar, à l'arrivée, la pluie est de la partie. Les vendeurs ambulants ont tout ce qu'il faut pour les touristes. Des parapluies décorés des plus célèbres monuments d'Italie. Les passagers doivent être de retour sur le bateau pour l'heure du déjeuner. Alors le troupeau de touristes avance au pas de charge. Tous se pressent pour découvrir le joyau du Moyen-Âge italien. La tour de Pise, célèbre pour son inclinaison de quelques centimètres. Alors, quelle heure est-il? On va commencer par la tour. Ça va pour vous? Pas le temps de traîner, Stéphanie et sa famille n'ont qu'1h30 pour visiter la cathédrale et sa tour penchée. C'était moi la première. C'est sportif, ouais. C'est beau. On mange le soleil, mais c'est joli. Ouais, après, c'est au pas de charge, hein. On n'a pas le choix, mais bon, il faut avancer. Ouais, il faut suivre le rythme. Pas le choix. Et toi, ça t'a plu? Oui. Ouais, ça a vite fait, bien fait. Quelques photos au sommet pour immortaliser l'instant. Et c'est déjà l'heure de repartir vers les bus. 3 heures de trajet, seulement 1h30 sur le site. Une excursion à 220 € pour 4. Sur cette visite, la famille de Stéphanie est partagée. C'est cher, les excursions c'est cher. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au moins on ne se perd pas, déjà. On suit quelqu'un, on sait où on va, voilà. On aurait juste aimé prendre un peu plus de temps dans les visites parce que le problème c'est qu'on n'a pas pu tout voir. Mais on a vu l'essentiel. Une bonne paire de baskets et un bon blouson. Pendant ce temps-là, à bord du paquebot, les piscines sont prises d'assaut et l'ambiance est surchauffée. Pour que les 3800 passagers en aient pour leur argent et ne s'ennuient pas, des animateurs font le show. Et des employés de la compagnie, il y en a partout sur le navire. Chauffeurs de salle, bagagistes, serveurs, au total plus de 1000 personnes pour s'occuper des touristes. Mais pour offrir des croisières à bas prix, la compagnie leur verse des salaires très bas. En nous baladant en caméra cachée dans les couloirs, nous avons croisé une femme de chambre philippine. Avec elle, nous avons pu parler de ses conditions de travail. Bonsoir. Vous travaillez le matin et le soir? Oui. Ah ouais? Ah ouais, vous travaillez beaucoup. At what time you start the morning? We start
Nous commençons à 7 h et on termine à 15 h. Nous revenons à 19 h et on termine à 22 h. On n'a pas de repos et nous travaillons 7 jours sur 7. Des journées exténuantes de 12 à 14 heures pendant 8 mois, sans un seul jour de repos. Mon salaire ? $1000 par mois. $1000 par mois, soit 730 € pour plus de 80 heures de travail par semaine. C'est très peu en comparaison avec le droit français, mais légal pour ces compagnies étrangères. Et ici, ces Philippins gagnent 8 à 10 fois plus que dans leur pays. Grâce à ces salaires peu élevés, les compagnies parviennent à proposer des croisières à prix cassé. Un envers du décor que les touristes ne voient jamais. Ce matin, avant le réveil des passagers, ces employés s'affairent encore pour que tout soit parfait. Au loin, émergeant des brumes, le Vésuve. Aujourd'hui, Emmanuel et sa famille font escale à Naples. Casque audio sur la tête, Stéphanie tente de saisir les explications de la guide. Elle parle, non? Pardon? Oui, elle parle. Elle parle de l'oreille, là? Là? Ah oui, elle parle, baragouine, on va dire. On ne comprend pas, l'accent est un peu trop fort et ça grésille. On a du mal à distinguer les mots qu'elle dit. Emmanuel et Stéphanie sont impatients de visiter l'un des sites les plus fascinants de la planète, les ruines de la cité de Pompéi détruite par le Vésuve. Mais à peine arrivés sur le site, surprise, leur guide les emmène directement dans cette boutique. À l'intérieur, des camées fabriqués sur le modèle des bijoux romains. Le magasin en propose des milliers. Oh, c'est joli ça, l'arbre. Le support, par contre, il n'est pas extra, mais l'arbre, il est super beau. Pour donner au lieu un caractère authentique, un artisan qui façonne ses bijoux sur son établi a été placé à l'entrée. Une mise en scène qui fait son petit effet. Stéphanie a craqué pour un bijou. C'est 55, c'est ça? 55 €. L'opération commerciale rondement menée par la guide a fonctionné. C'est elle qui a craqué. Voilà. La guide a réussi à faire acheter les touristes comme Stéphanie avant qu'elle ne tombe sur ces dizaines de stands qu'elle n'a pas eu le temps de voir en arrivant. Là aussi, on y trouve des camées. Ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y en avait dehors, qui sont peut-être moins chers. Bon là, après c'est de l'or, donc elle a quand même un joli bijou, mais c'est vrai que dehors, il y en a aussi. Peut-être de moins de bonne qualité, j'en sais rien. Mais... Tant pis, quand on n'a pas le temps, on fait au plus pressé. Et on fait au plus cher, je pense aussi, là, pour le coup. La visite des ruines de Pompéi commence enfin. Et très vite, l'émerveillement est au rendez-vous. Regarde comme c'est joli ça. Oui, mais moi je veux quand tout s'arrête. Pompéi se trouve à 7 km du Vésuve et ici n'est pas arrivée la lave, mais seulement la pluie de cendres qui a complètement recouvert la ville. Mais là encore, l'espace et le temps sont comptés. Enfin, il y a des moments où on n'a pas trop le temps de regarder parce que le but c'est de ne pas perdre notre groupe et d'éviter les autres groupes. Donc c'est une expédition, quoi. Alors, on y va, on continue. Ça cavale? Ça cavale toujours, il ne faut jamais arriver en retard, sinon on se fait engueuler. Ce jour-là, entre le prix de l'excursion et les souvenirs, Stéphanie a déboursé plus de 300 €. Après 4 jours de voyage, sa famille a déjà dépensé 1200 € de plus par rapport au prix initial de leur croisière. De jour en jour, la facture s'alourdit. La croisière touche à sa fin. Ce soir, c'est un peu le clou du voyage, le dîner de gala. Tout le monde a sorti sa tenue de soirée. Nous retrouvons Philippe et Michel. Dans la salle, rien n'a changé, hormis quelques chandelles installées sur les tables pour marquer l'événement. Philippe espère un festin. Il est concentré sur son menu. Tranche de veau, pâtes, cochon de lait, fromage. Facile. Les jeux sont faits. Wait and see, on va voir ce qu'il nous amène. L'entrée arrive, un émincé de veau sauce au thon, un grand classique de la gastronomie italienne.
Ça a l'air sympathique. Je ne sais pas le goût, mais ça a l'air sympathique. Verdict. Correct. Le repas démarre sous les meilleurs auspices. Ils attendent le cochon de lait avec des pâtes. Mais ils ont droit à une soupe à la grimace. Deux tranches épaisses de porc et quelques dizaines de petits pois au lieu des pâtes et une pomme de terre qui s'ennuie, le tout dressé à la va-vite dans l'assiette. Le couple préfère en rire, il en gardera même un souvenir. Le repas de gala, ben voilà, quelques petits pois, un petit peu de morceau de viande, une pomme de terre. On va pas se battre, hein. Bon appétit. Une salade, une seule assiette de fromage au lieu des deux commandés. Le dîner de gala prend l'eau. Mais les serveurs vont renverser la vapeur. Pour redonner le sourire aux passagers, ils ont pour consigne de trinquer au champagne avec les convives. Et nos serveurs lancent maintenant la descente au flambeau. Une revue façon croisière pour annoncer le dessert. Le gâteau est collé à l'assiette. Hein. Si ça tient sur l'assiette, c'est gala. Ça tient sur l'assiette. Bon. Un gâteau, pas franchement appétissant. Et leur repas de soir par rapport à un repas normal de la croisière, ni bon, ni moyen, ni pas machin. On n'a pas le choix du dessert. À l'identique du quotidien. C'est pas un dîner de gala. Le lendemain, après 7 jours passés en mer, Marseille est en vue. Habitués des croisières, Philippe et Michel ne garderont pas un souvenir impérissable de celle-ci. Et avant de quitter leur cabine, ils tiennent à le faire savoir à la compagnie en remplissant le questionnaire de satisfaction. Êtes-vous satisfait de la qualité de la cuisine proposée à bord de cette croisière? Tout à fait insatisfait. Finalement, ils axent tout sur l'art culinaire. Ça veut dire qu'ils sont conscients qu'ils ont un réel problème. Mais ils veulent en avoir le cœur net, on va leur expliquer. On sent qu'il y a une économie réelle sur le budget alimentaire. Acheter 1 750 €, leur croisière aura finalement coûté 800 € de plus pour un séjour décevant. Pour Stéphanie, Emmanuel et leur fille, le voyage s'achève également à Marseille. Et pour eux aussi, la facture est salée. 1 700 € de surplus en tout genre. Presque ça double la facture. On a quand même passé des bons moments, mais maintenant on sait vraiment ce qu'il ne faut pas faire et voilà. On ne sera pas pris au dépourvu. Voilà. C'est l'expérience qui compte. C'est voilà, on a acquis une certaine expérience maintenant de ce qu'il ne faut pas surtout. La prochaine fois, ils seront plus vigilants sur le standing de leur cabine et moins dépensiers en matière d'excursion. Comme beaucoup de passagers voyageant sur une croisière tout compris, la famille a découvert qu'une fois en mer, elle devait souvent mettre la main à la poche. Partir en vacances au soleil, à l'étranger, sans se mettre dans le rouge financièrement, c'est ce que recherche la majorité des Français. Avec la crise qui s'éternise, les clients sont de plus en plus nombreux à scruter les promotions estivales. Et en matière de séjour à prix réduit, il y a un pays qui bat tous les records à seulement 2 heures d'avion de la France. Bienvenue en Tunisie. Depuis la révolution arabe et la fuite des vacanciers, le pays s'est juré de reconquérir les touristes, et notamment les Français. Nous sommes à Monastir, dans l'une des stations balnéaires du pays, qui propose des séjours tout compris à des prix imbattables, des semaines à moins de 500 € sur Internet, et il y a des dizaines d'offres. Et ça marche. Rien que pour cet été, 150 000 vacanciers vont investir les hôtels de Monastir comme celui-ci. Parmi eux, Isabelle et Maryse, qui sont déjà arrivées. Ouais, non, mais il y a du vent, mais il y a vachement de vent même. Mais il est moins froid qu'hier, je trouve. Encore, Maryse est infirmière, Isabelle attachée de presse dans le tourisme. Ces deux copines sont des habituées de Monastir. C'est la 5e fois qu'elles y viennent. Ce matin, elles ont prévu une séance de bronzage. Mais l'hôtel est complet et au bord de la piscine, les places sont chères. Bon, plof. Là, il n'y en a aucune de dispo, voilà, parce que là, c'est un groupe, donc c'est mort.
Là, il y en a deux. Bon, ils sont pris d'assaut. Après, là, il y a tout un groupe là sous le parasol également aussi. Ça va? Et bonjour, toi, tu vas bien? Ouais. Très bien. Ouais. Vive la France. Vive la France. Voilà. Vive la France. Oui. soit on met les serviettes la veille au soir, ou alors on se lève à 5 h du matin comme les autres et on pose nos serviettes. Voilà. Et ce n'est pas une légende. Si les places sont aussi rares, c'est qu'à partir de 5 h du matin, comme le montrent ces images, se déroule un étrange ballet autour de la piscine. À l'heure où la majorité des clients dort encore, s'élèvent au fond d'étranges allées et venues pour s'octroyer des transats pour toute la famille et les installer où bon leur semble. Premier arrivé, premier servi. Heureusement pour Maryse et Isabelle, elles sont des habituées de l'hôtel. Et dès que les employés les aperçoivent, ils sont aux petits soins. Deux transats les attendent immédiatement. Bonjour. Voilà, nos petits transats, donc, puisque on a la chance, parce que le personnel est gentil, et donc, et comme nous sommes des clientes fidèles, donc ils nous installent nos transats le matin sans rien qu'on demande. Donc ça, je trouve ça vraiment une attention, parce que le premier jour, on n'arrivait pas à en avoir, et donc le lendemain matin, on nous a fait la surprise du transat installé. Et ce n'est pas leur unique privilège. En négociant directement avec l'hôtel, elles ont obtenu un tarif ultra compétitif, 400 € chacune pour 2 semaines. En Tunisie, le marchandage est de rigueur et certains Français s'en donnent à cœur joie. Originaires de la Drôme, Jacques et Martine sont arrivés il y a 3 jours dans le même hôtel. Jacques est technicien de maintenance, Martine travaille dans l'aéronautique. C'est la première fois qu'ils viennent en Tunisie. Ce matin, ils veulent se rendre au marché, en taxi. Vous savez où c'est? Ben non, pas trop. Et ils ont bien l'intention de négocier chaque dinar. Nous les accompagnons. C'est combien? Casa persona? Oui. Allez, addirittura. Allez. 5 dinars. 5 dinars. On a dit 3 ou 4 à l'accueil. 3 ou 4 dinars. 5 km. Non, non. Allez. Jacques fait mine de fermer la portière, mais le chauffeur se ravise. Combien? 4 dinars, 4 personnes. Montez. Là ben ça va. Alhamdoulilah. Affaire conclue à 4 dinars, un peu moins de 2 €. Le chauffeur a négocié. Il a pourtant un compteur allumé dans son véhicule. Et c'est pas obligatoire de mettre un compteur? Non, non, parce qu'elle est... non, elle est pas chère. Ah mais Hier, elle est en panne, hier. Le chauffeur prétend que son compteur est en panne. Le coût est classique. Mais en Tunisie, cette pratique est illégale. Si le conducteur avait utilisé son compteur, Martine et Jacques auraient payé le trajet 4 fois moins cher. J'aimerais acheter des dates. Parce que les melons, moi j'ai peur qu'ils s'abîment dans l'avion. Regardez les kilomètres. Et quoi d'autre? Oui, à peine 3 kilomètres. Je vais voir les chichas. Le couple a un budget serré et Jacques est bien décidé à limiter ses dépenses sur ce marché traditionnel. Martine a repéré des pousses de palmier qu'elle aimerait ramener en France, mais elle n'ose pas négocier. C'est son mari qui va s'en charger. Voilà, la cerise. Et c'est pas cher. Moi. Mais pas cher, ça veut dire quoi pour vous ici? De 2 à 15 dinars. De 2. Ou si tu prends plus, on te baisse encore. 4 dinars, allez. Ok. Ok. C'est bon. Tape là-dessus. Tape là-dessus. Tape là-dessus. Impitoyable, Jacques offre 4 malheureux dinars pour ses 2 pouces au lieu de 15. Martine est mal à l'aise. Elle double la somme que son mari propose. Non, 8. Allez, ça va. Madame, combien? Il a dit à 6 et 2. 8 les deux. Madame, tu es gentille. Ouvre le sac. Je ne sais pas si je vais savoir faire, moi. Non, non. Bon, 8, hein. Pour se refaire, le vendeur va tenter une astuce. Le monsieur, il est bon en négociation? C'est très bon. Parce que j'ai pas 2 dinars. Ah ben non. Parce que j'ai pas 2 dinars. Ah ben alors, attendez. Un grand. Sortez le billet de 10. Il va me donner un grain là. Non. Parce que j'ai pas 2 dinars. Non. Mais moi, je vais trouver 2 dinars. Ça fait 5 €. Non, mais ça fait rien. Après 10 minutes de bras de fer, le vendeur finit par céder. Oh, monsieur, combien vous êtes dur? 2 dinars. Voilà. Vous êtes formidable. Ah, ça va pas pousser les dinars. Hein.
Merci beaucoup. Allez, ça va. Vous êtes bien aimable. Voilà. J'ai essayé de résister. Hein. Allez, au revoir. Toi, t'étais prêt à lâcher, toi? Et bah non. Ça vaut 25 € chez Leclerc. On va voir si ça pousse. Et si ça pousse, ça prend des rangs, on a fait une bonne affaire. Le truc, ça coûte 25 €. 25 € à l'hôtel? Non, chez Leclerc. Oui, mais ça veut dire que c'est très cher chez Leclerc. Ouais. Donc vous avez fait une affaire, Martine? Je crois bien, oui. Vous êtes contente? Ah oui, moi je suis contente. Justement, on voulait en acheter un, mettre à côté de la piscine. Ils sont persuadés d'avoir fait une affaire, mais de retour à l'hôtel, ils vont déchanter. Dans le hall, ils retrouvent des Français avec qui ils ont sympathisé, et eux aussi ont acheté des petits palmiers. Combien ça fait? 8. Ah, 5 moi. Combien, Jacques? 8 dinars les deux, c'est ça? 8 les deux, ouais. Jusqu'à 5 les deux. C'est pas si bonne affaire que ça? Mais non. Ben nous dit, ça on gagne pas tout le temps, hein. Jacques est dépité. Pour aujourd'hui, il ne dépensera plus rien. Si on ne fait pas attention au niveau des achats, des souvenirs, des cadeaux, ça peut vite passer du simple au double. Si on négocie pas, puis si à la première tentation on cède, on marche au coup de cœur, alors là ça peut grimper. Ils sont spécialistes ici pour ça. Pour les Tunisiens, le tourisme est un enjeu vital. Ici, le salaire moyen est de 170 € par mois, alors chaque dinar récupéré compte. Mais pour certains, tous les moyens sont bons. En caméra cachée, nous nous rendons dans le centre historique de Monastir en nous faisant passer pour des touristes. Et très vite, une dame âgée nous aborde. Devant nous, elle brandit un papier, oui, madame. Une ordonnance avec l'entête d'un hôpital. Tu m'as jeté quelque chose pour acheter un petit médicament. J'ai une petite fille, elle a mal à le cœur. J'ai pas compris, madame, c'est votre petite fille qui a... Elle a le cœur, oui, elle a mal le cœur. Quel âge elle a? Elle était à 15 ans. Elle a 15 ans? Oui, ça te fait un grand plaisir. Tu m'as jeté quelque chose pour que je l'achète. Ça fait 8 dinars pour que je l'achète. 3,50. Voilà, c'est tout ce que j'ai, je suis désolé. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Encore ça fait 14 Mais j'ai plus rien du tout, hein. J'ai plus rien du tout là. La poche est vide. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Pas de problème. Même tu m'as donné, merci beaucoup. Très gentil. Bonne journée. Et à quelques mètres de là, cette autre femme nous accoste. Là encore, avec le même mode opératoire, un papier entre les mains et une histoire de médicaments. J'ai plus d'argent, madame, je suis désolé. Je suis désolé. Cette fois-ci, nous passons notre chemin. Cette méthode pour récupérer de l'argent est très récente en Tunisie et l'astuce est efficace pour les touristes qui ne se méfient pas. Nous retrouvons Jacques et Martine. Ils ont déboursé 20 € par personne pour faire une excursion à dos de dromadaire et découvrir une animation surprise. En arrivant sur place, ils aperçoivent une quinzaine de touristes qui se sont également laissés tenter. Bonjour, ça va? Français? Ouais. Je m'appelle Nouridine, je suis votre guide pour l'excursion. Ok. Une femme leur apprend d'abord à nouer un foulard en utilisant la technique des paysans berbères. Mais l'objectif de notre guide, c'est plutôt de nous faire acheter le foulard. Ça va? Alles good? Ça va bien? Dutch? Baruski? Hello, how are you? English? Das costa nur 3 dinars. 3 dinars. Celui-là coste 3 dinars. Pour monter sur le camoul, ça c'est extra, ok? Vous payez à madame, ok? C'est pas obligatoire. Vous voulez? Normalement, nous, on donne. C'est à votre service. Après le foulard, une leçon de you-you. Nourdine assure le show. 1, 2, 3. Dans l'assistance, Jacques et Martine sont bon public. L'animation a lieu dans une ferme berbère a priori typique, mais en fait elle n'a rien d'ancestral. Tu ne trouves pas ici dans le monastère. Tu trouves au désert ça, au Sahara. Donc ça c'est vous qui avez construit ça pour les touristes? Pour les touristes. D'accord, ok. Il y a des gens qui n'arrivent pas au sud. Ils ne connaissent pas les maisons tunisiennes. Ici, viens, regardez les maisons tunisiennes. Arrive enfin le moment tant attendu, la balade à dos de dromadaire. Oh là là, attachez vos ceintures. Allez, papa. Un périple que Nourdine va mettre à profit pour glaner quelques dinars supplémentaires. Un photographe est là pour immortaliser les touristes. Après un quart d'heure, la caravane s'arrête. C'est le moment dont raffolent les vacanciers,
le baiser du dromadaire. Et Jacques va s'y prêter. Voilà. Donnez, monsieur. Voilà. On applaudit. Applause. C'est le top, hein. Il fait chaud, il fait beau, on rigole, ça fait du bien. Il faut des choses simples. Un bon bisou à un chameau, c'est super. Après 30 minutes à dos de dromadaire, fin de la promenade. Le petit groupe a droit à une collation sous une tente, comprise dans le prix de l'excursion. Le photographe en profite pour tenter de vendre ses prises de vue, mais il y a un léger problème. Elles sont un peu floues. Jacques et Martine découvrent à leur tour leurs photos souvenirs. Moi, la seconde, elle est floue, mais elle est jolie, celle-là. Alors, un peu floue. Celle-là, Ah oui. Elle est floue. Le couple les achète et cette fois-ci sans marchander, comme bon nombre de participants. Allez, salut mon brave. Fin du folklore pour tout le monde. Loin des excursions sur mesure et des attrapes touristes, il est pourtant possible de découvrir une Tunisie plus authentique. Depuis que Maryse et Isabelle viennent à Monastir, les deux amies savent comment s'y prendre pour accéder à cette Tunisie que bon nombre de touristes n'explorent jamais. Comme ça fait plusieurs fois que l'on vient ici à Monastir, donc c'est la 5e fois donc avec Maryse, donc on nous connaît et donc on a des amis, donc ce qui fait qu'on peut sortir des sentiers battus. Voilà. On peut sortir du préétabli, du tout formaté avec le tour opérateur et l'hôtel, que les touristes ne vont pas connaître parce qu'on ne les enverra pas là. Elles se rendent dans un endroit qui ne figure pas sur les circuits touristiques. Tout se passe dans ce hangar. Oh, pardon. À l'intérieur, des dizaines de poteries aux couleurs chatoyantes. Une véritable caverne d'Ali Baba, rien que pour elle, et tout est à vendre. Isabelle a flashé sur ce plat. Il nous dit oui. Ouais. Et de combien 35 dinars Le plat avec un magasin d'État. Mais avec l'assiette dessous. Je sais pas. Dans un magasin d'État, ce plat vaudrait 35 dinars, soit 15 €. Mais ici, c'est le service entier qui est à ce prix. La grande roi. Tout 35 dinars. 21 pièces. 21 pièces. 35 dinars, les 21 pièces. Elles n'en reviennent pas. Ici, il n'y a aucun intermédiaire. Le producteur vend donc au prix de gros. Alors, les deux amis vont se faire plaisir. J'hésite entre, tu vois, celui-ci et celui-ci. Chacune va repartir avec son service. Et grâce à leur chauffeur, elles vont même obtenir un petit rabais supplémentaire. On va 30 dinars, c'est ça 30 dinars. Les deux? Non, 30 fois 2. Ah oui. Ouais, d'accord. Ah oui, parce que sinon, oui, je disais, là, c'est pas possible. Ah, merci. Encore 5 dinars gagnés sur chaque service. Ah ça, oui, c'est très appréciable. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas après nous, non, à nous dire, mais si, achète, regarde, si tu veux, regarde, je te montre, j'ai du joli, j'ai du plus joli. Non, du tout. Là, on fait comme on veut, donc on se sent libre en même temps. Au final, pour moins de 30 €, Maryse et Isabelle repartent avec 2 services, des cendriers et des bols. À elles maintenant de se charger de rapporter tout cela en France. Tout à fait. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Jacques et Martine, de leur côté, n'ont jamais quitté les sentiers balisés du tourisme de masse. Mais grâce au talent de négociateur de Jacques, ils s'en sont plutôt bien tirés. Seulement 200 € d'extra. Ah, elle est déjà lourde, cette valise. Faire et défaire des valises, partir à l'étranger, ce n'est pas ce que recherchent tous les touristes. L'été, beaucoup de vacanciers n'ont qu'une envie, rester en France et poser leurs valises dans un hébergement économique et convivial. Depuis quelques années, un type de logement fait fureur auprès des familles. Une drôle de maisonnette que l'on trouve dans les campings. Le mobil-home. Nous sommes près de Sète, en Languedoc-Roussillon. Sur ces 42 hectares, les 700 maisonnettes en bois sont louées des mois à l'avance. Ici, les vacanciers sont les pieds dans le sable, à 2 pas de la plage et au cœur de la nature. Pour Nathalie, Christian et leurs 3 enfants, ça n'a pas de prix. On trinque, chérie, en vacances. Au 2e jour des vacances. Nathalie
a l'habitude de louer un mobil-home, Les filles, vous venez mettre un peu la table, s'il vous plaît? mais quand elle a posé le pied dans ce 40 mètres carrés, elle a été bluffée par la décoration étudiée, jusque dans les moindres détails. Moi, j'aime beaucoup cette décoration un peu rustique. J'adore tout. J'adore cette petite déco avec les brosses et tout ça. Enfin, moi, c'est comme un petit tableau. Je sais pas. Enfin, voilà, moi, je trouve ça très drôle. Ça me fait rire. Ben, moi, je trouve ça chouette, quoi. On se croirait vraiment dans une maison de vacances. Mais c'est ça, vraiment. Et voire même, enfin, sincèrement, mon salon pourrait ressembler à ça chez moi. Hein. Ça me plairait beaucoup, d'ailleurs, que ça ressemble à ça. Dans notre chambre, la chambre des parents, donc ça, les enfants ont adoré. Les boîtes de conserve qui servent de petites lumières, c'est génial. Je l'ai un peu choisi par rapport à sa décoration quand j'ai regardé sur Internet. Ça m'a parlé. En fait, voilà, c'est ça. Il y a un cachet, là. Son mari a immédiatement trouvé son bonheur sur la terrasse. C'est bon, je peux démarrer le tardi aussi? Ouais, je préférerais que tu le fasses maintenant, ouais. J'adore avoir le petit barbecue, petite plancha. On a fait toutes les courses en fonction de ça, et ce sera ça tous les jours. Tiens, un petit comme ça pour l'instant? Leur semaine en mobil-home leur coûte 2 000 €, une somme importante, mais à 5, cette formule reste très économique. On est quand même une grande famille et on a quand même une liberté que je pense qu'on n'aurait pas à l'hôtel. Déjà. Voilà, on n'est pas tributaire d'un restaurant qui, au nombre de personnes qu'on est, coûterait tout de suite un petit peu cher et ce qui nous permet d'avoir un budget à côté, visite, qu'on n'aurait pas, je pense, si on était à l'hôtel. On profite vraiment de ces semaines de vacances pour rester avec les enfants et en profiter un max, quoi. Nathalie et Christian ont choisi de louer un mobil-home, mais en France, 70 000 personnes ont carrément préféré en acheter un. Sauf que pour beaucoup d'entre eux, le rêve a tourné au cauchemar. Depuis 5 ans, on ne compte plus dans la presse les conflits entre les propriétaires de mobil-home et les gérants des campings. Abus de pouvoir, raquettes, escroqueries, voire procès. Une personne qui achète un mobil-home a l'obligation de l'installer dans un camping et de verser au gérant un loyer annuel pour bénéficier d'une parcelle. Et entre les deux parties, ça ne se passe pas toujours bien. Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, dans un camping à Argelès. Tiens, Tim, tiens un coin. Ce jour-là, Vincent et sa femme montent la tente de leur fils. Tous les trois n'auraient jamais dû atterrir ici. À l'heure qu'il est, ils devraient être dans leur mobil-home. La dernière fois qu'ils y ont mis les pieds, c'était il y a 3 ans. À l'époque, Vincent pouvait encore accueillir ses amis et sa famille, faire des barbecues, des moments de bonheur qu'il n'espère plus. Avec les moyens qu'on avait, on a acheté une petite caravane que le mobile qu'on avait auparavant. Et donc de ce fait, Tim n'a plus de chambre. Donc ça c'est sa chambre pour 3 semaines de vacances. Allez, vamos. C'est bon. Voilà, vendu. Mais il n'y aura pas assez de place pour mettre mes affaires. C'était comme un mieux au mobil-home, mais il y avait plus de place. Oui, dans le mobil-home, il avait plus de place, de toute façon. Désormais, Vincent et sa famille sont un peu à l'étroit dans cette petite caravane. Bon ben voilà, ça c'est l'auvent où vous voyez c'est un peu le déluge et le désordre si je puis dire. Ça c'est sûr qu'on passe de 28 mètres, on avait 28 mètres carrés, on passe dans 8 mètres carrés quoi. Donc c'est effectivement beaucoup plus restreint. C'est même plus petit qu'une chambre de bonne. Ici normalement c'est ce qui est prévu la banquette d'appoint pour Tim. Mais bon, il y a tellement de très peu de rangement pour mettre nos vêtements à 3 que c'est pas possible. Donc ici, c'est notre chambre, qui est quand même beaucoup plus petite que la chambre qu'on avait, quoi. On avait quand même un lit d'1 m 40. Ici, on dort sur 1 m 20. Donc on est beaucoup plus confiné, il y a moins d'air. Vincent louait depuis 3 ans une parcelle pour son mobil-home au gérant de ce camping. Un jour, un nouveau propriétaire est arrivé aux commandes de l'établissement et a augmenté de 700 € le loyer annuel. Il a également exigé une commission de 40% à chaque fois que les propriétaires louaient leur maisonnette à d'autres vacanciers. Des conditions inacceptables pour Vincent et d'autres propriétaires qui sont rentrés en guerre contre lui. Pour protester, ils ont décidé de provisionner les loyers sans les verser au directeur du camping. Et la réaction du gérant ne s'est pas fait attendre. Il a expulsé les maisonnettes de son établissement. En caméra cachée, Vincent nous amène sur ce terrain vague
où son mobil-home a été abandonné pendant un temps. Donc c'est ici que nos mobil-homes ont été parqués. Il était où le vôtre? Ici, il était ici le long, je pense. Et donc comme ils étaient accolés les uns aux autres, on n'a pas moyen de pouvoir rentrer dedans. Il y a encore 3 jours, cette dizaine de mobil-homes appartenant à des protestataires comme Vincent étaient tous entreposés ici. Depuis, le patron du camping les a réintégrés car il a été condamné à remettre ses maisonnettes sur leur parcelle d'origine. Vincent a désormais le droit d'accéder à son bien, mais il redoute de découvrir l'état de son mobil-home. À mon avis, à l'intérieur, tout va être dégradé. Hein, puisqu'il a été transporté de la parcelle jusqu'ici, sur le parking durant 2 ans et demi. Maintenant, il a déjà rentré, donc il s'en est donné à cœur joie. Vincent a décidé de remettre les pieds dans le camping de la Discorde, à quelques mètres de là, et de rentrer dans son mobil-home. Mais il redoute le face-à-face avec le gérant. Pour ne pas perturber leur discussion, nous continuons à filmer en caméra cachée. À peine arrivé, Vincent tombe sur le patron du camping. Bonjour. Je viens voir si je peux rentrer et récupérer mes affaires du mobile. Ouais. On peut... Ça va. Je devrais faire plusieurs trajets sur la journée ou demain, etc. Après, quand on est là, à chaque fois, tu les emmènes, tu leur donnes. Voilà. Votre demi-heure, vous allez nous laisser encore combien de temps? Je sais pas. On va voir. Bah, faites-moi une bonne proposition, c'est toujours ça. Le propriétaire veut se débarrasser du mobil-home de Vincent pour en mettre un autre. Vincent l'a acheté 16 000 €. Il est prêt à lui vendre plutôt que de payer 5 000 € pour le réinstaller ailleurs, mais pas question de le brader. Combien tu veux pour la... Bah, faites-moi une proposition raisonnable et puis on avisera. J'en discute avec mon épouse. Agacé, le gérant demande à un de ses employés d'emmener Vincent à son mobil-home. Et la surprise. Pas besoin de vous pour vider mon mobile. Tu lui fais voir. Hein. Ouais. Et puis voilà. Il est où là le... Normalement, au 4. Non, il est reparti. Comment ça? Il n'est pas sur ma parcelle? Normalement, vous étiez obligé de le réintégrer sur ma parcelle initiale. Je sais, mais bon, je l'ai loué. Donc après, on verra, je vous ai mis notre parcelle aussi bien. Après, non, ça c'est vous qui estimez. Moi, j'avais choisi ma parcelle là-bas. Le gérant n'a pas respecté la décision de justice. Le ton monte. Je crois qu'on va pas s'entendre. Vous prenez, parce que je trouve que franchement que vous avez mauvaise foi. Je pense que le patron interdit maintenant à Vincent d'entrer dans le camping avec sa voiture. Monsieur, vous devez me laisser rentrer. À pied? Non, en voiture. C'est marqué sur l'acte du tribunal de Montpellier. Gendarmerie, c'est au-dessus. Pardon? Gendarmerie, c'est à 200 mètres. Mais c'est pas ça. Moi, je suis pas venu pour la gendarmerie. Je suis venu... Voilà. Je savais très bien que ça allait tourner comme ça. Furieux, le gérant s'en va. C'est donc à pied que Vincent part à la recherche de son mobil-home pour y récupérer des affaires. Je pense qu'il est là, ouais. Vincent repère tout de suite de nombreux dégâts sur la maisonnette. La corniche là est pliée. Et ici, il y a toute la corniche qui manque. On voit l'isolation, quoi. Donc, c'est pas l'idéal. Ah, ici aussi, purée. Il est exaspéré. C'est propre, ça. La liste des dommages s'allonge. La structure et la tuyauterie ont aussi subi de gros dégâts, pendant que le mobil-home était sur le terrain vague. Il faut faire les réparations. Moi, je sais pas le faire, moi. Je sais pas le faire. J'ai pas de chance d'avoir 2 bonnes mains. Donc il faut faire appel à un homme de métier, donc il va encore falloir payer, etc. Alors, moi, j'ai plus rien envie d'investir dans ce mobile-ci. Hein. La maisonnette de Vincent a perdu beaucoup de valeur. Et à l'intérieur, c'est un spectacle de désolation. Quelle misère. Le mobil-home est dans un triste état. Des produits d'entretien ont coulé. Ses affaires sont disséminées un peu partout. On ne sait même pas par où commencer, en fait. Il y a tellement de bazar que... L'émotion commence à gagner Vincent. Ah, c'était des moments inoubliables ici. Moi, j'appelais ça le paradis. C'était mon paradis ici. Donc j'aspirais l'hiver, je décomptais les jours pour arriver à Pâques. Et puis quand on avait fini à peine les vacances de Pâques, j'aspirais être là en juin-juillet comme chaque année. Cette fois-ci, Vincent ne récupérera que quelques jouets de plage pour son fils.
De quoi lui redonner un peu le sourire pendant ses vacances. Mais cette année encore, elles auront un goût amer. Moi, je suis fâchée parce que déjà, on a investi de l'argent là-dedans. Et puis, on l'avait arrangé à notre goût. Oui, on avait évolué, on avait acheté notre mobilo, mais voilà, on évoluait bien. On avait chaque fois un peu plus de confort et maintenant, on retombe de nouveau quelque part à zéro. Donc, c'est triste. Nathalie et Vincent auront dépensé une fortune pour leur mobil-home. 16 000 € à l'achat et 15 000 € en frais de justice et en location de camping. Tout ça pour finir dans une caravane de 8 mètres carrés. Leurs vacances de rêve se sont envolées.